Le Mikasa est l'un des navires de guerre japonais les plus emblématiques. Combattant en première ligne durant toute la guerre russo-japonaise, il incarne à la fois la modernisation et l'indépendance du Japon, ainsi que la montée du militarisme. À la fin du XIXe siècle, le Japon est sur la voie du militarisme et rêve de devenir l'égal des grandes puissances occidentales en dominant l'Asie de l'Est. De 1894 à 1895 se déroule la première guerre sino-japonaise, résultat de la lutte d'influence entre la Chine et le Japon en Corée. En 1894, la Corée est en proie à une révolte paysanne armée, et l'empereur appelle la Chine à l'aide pour mater la révolte. Le Japon annonce également envoyer des troupes, officiellement pour aider l'empereur coréen. Mais les Japonais le capturent et remplacent le gouvernement par des pro-japonais. Évidemment, la Chine s'y oppose, et une guerre éclate entre le Japon et la Chine. Après une brève campagne militaire de 6 mois, les Japonais mettent en déroute les forces chinoises et détruisent la quasi-totalité de leur flotte. Durant ce conflit, les plus importants navires japonais étaient les croiseurs de classe Matsushima. Ces navires avaient été conçus par le français Louis-Émile Bertin selon les principes de la jeune école. Cette doctrine défendait l'idée que des navires de taille modeste mais rapides et puissamment armés pouvaient venir à bout de n'importe quel grand cuirassé. Cette idée avait séduit les Japonais qui n'avaient alors ni les ressources ni l'argent pour construire de gros navires. Mais lors de la bataille de la mer Jaune, les canons principaux des Matsushima se montrèrent incapables d'infliger des dégâts notables aux cuirassés chinois de classe Tingyuan, alors qu'eux-mêmes subirent parfois d'importants dommages. Heureusement pour les Japonais, leurs canons à tir rapide et la grande mobilité de la flotte furent décisifs. Mais s'ils avaient gagné contre la Chine, il était clair pour l'amirauté qu'elle n'aurait que peu de chance face à un ennemi sérieux comme la Russie, dont l'influence dans la région grandissait, particulièrement en Corée et en Mandchourie. Pour les Japonais, un affrontement avec la Russie semblait quasi inévitable, et cette dernière disposait d'une marine bien supérieure. Le Japon se lança alors dans un vaste programme de modernisation et d'expansion de sa flotte, notamment 6 nouveaux cuirassés et 6 croiseurs cuirassés entre 1896 et 1905. À cette époque, le Japon ne disposait ni des technologies, ni des capacités industrielles, ni du savoir-faire nécessaire pour construire de tels navires. Quelque temps plus tôt, en 1893, la marine avait commandé à son allié britannique ses premiers cuirassés. Elle se tourna donc à nouveau naturellement vers le Royaume-Uni. Le Mikasa fut commandé au chantier naval britannique Vickers en 1898 et fut remis à la marine japonaise en mars 1902. Il est le 4e et dernier cuirassé de la classe Shikishima après les Shikishima Hatsuse et Asahi. Le Mikasa était l'un des meilleurs compromis de son époque, alliant une puissance de feu équilibrée, une bonne vitesse et un blindage cohérent. Il s'agissait d'une version modifiée des cuirassés de classe Formidable de la Royal Navy avec quelques spécificités comme un armement renforcé, une technologie de blindage plus avancée et une autonomie supérieure. Le Mikasa mesurait 132 mètres de long, 23 de large et avait un tirant d'eau de 8 mètres 30. Son déplacement atteignait 15 380 tonnes à charge normale et l'équipage comptait environ 830 hommes. La propulsion était assurée par 2 machines à vapeur alimentées par la vapeur produite par 25 chaudières Belleville. La puissance maximale était d'environ 15 000 chevaux, lui permettant d'atteindre une vitesse de pointe de 18 nœuds. Il pouvait embarquer jusqu'à 2000 tonnes de charbon, ce qui lui offrait une autonomie de 9000 milles marins à 10 nœuds, contre 5100 nautiques pour les Formidable. La batterie principale se composait des mêmes canons de 305 mm utilisés sur tous les cuirassés japonais de l'époque, avec 2 tourelles doubles, une à l'avant et une à l'arrière. Il s'agissait des plus récents canons navals de Armstrong Withers Company. Les cuirassés japonaises en furent équipés avant même la Royal Navy. Ils avaient une portée d'environ 14 km et tiraient des obus de 386 kg à raison d'1 par minute.
Il souffrait cependant de graves problèmes de fiabilité, avec plusieurs explosions accidentelles de culasse sur des navires japonais durant la guerre russo-japonaise. Ce défaut ne fut corrigé qu'en août 1904, après la bataille de la mer Jaune. L'armement secondaire comprenait 14 canons à tir rapide de 152 mm montés en casemate. Ils avaient une cadence de 5 à 7 coups par minute pour une portée de 9000 mètres, 10 étaient disposés sur le pont principal et 4 au coin de la superstructure. Pour la défense contre les torpilleurs, 20 canons simples de 76 mm d'une portée de 10 000 mètres et d'une cadence de 15 coups par minute, ainsi que 12 canons Hotchkiss de 47 mm, portée 6 000 mètres, cadence 30 coups par minute. Et enfin, 4 tubes lance-torpilles de 450 mm avec 2 de chaque côté. Contrairement à la classe Formidable, construite trop tôt pour en bénéficier, le Mikasa utilise le tout nouveau blindage cimenté Krupp. Ce type de blindage était constitué de plaques d'acier dont la résistance était augmentée par un traitement thermochimique et une trempe dans un alliage spécial. La face extérieure était très dure, mais la face intérieure fibreuse et légèrement élastique. Cette élasticité réduisait considérablement l'écaillage et les fissures lors des impacts, un atout majeur lors de longs affrontements. À l'époque, il s'agissait de la meilleure technologie de blindage qui devint rapidement un standard mondial. Comme il fut le dernier cuirassé de sa classe, le Mikasa fut le seul à en être équipé, ce qui en fait le navire le plus solide de la flotte japonaise à cette époque. Sa protection comprenait une ceinture cuirassée d'une épaisseur maximale de 286 mm au centre du navire et de 102 mm aux extrémités. Le pont blindé avait une épaisseur variant de 76 à 51 mm, la tourelle de commandement était protégée par 355 mm de blindage, sauf à l'arrière avec seulement 102 mm. Les barbettes avaient un blindage de 356 mm sur les côtés, 203 mm sur le dessus, tandis que les casemates des canons secondaires avaient de 152 à 51 mm. Remis à la marine japonaise en mars 1902, il devient le navire amiral de la flotte combinée le 28 décembre 1903. Dans la nuit du 8 février 1904, des torpilleurs japonais attaquent par surprise les navires russes à Port Arthur, déclenchant la guerre russo-japonaise. Port Arthur, au sud de la Mandchourie, avait en quelques années été lourdement fortifié par les Russes. Comme dans cette guerre, le contrôle des mers était crucial, le principal objectif militaire du Japon était de neutraliser la flotte russe à Port Arthur. Si l'attaque de nuit endommage lourdement les 2 cuirassés les plus puissantes de la flotte russe d'Extrême-Orient, l'amiral Togo Eachiro avait prévu que l'attaque soit bien plus efficace qu'elle ne le fut. Il s'attendait à trouver une flotte russe totalement désorganisée et fortement affaiblie lors de son attaque le lendemain. Mais ce ne fut pas le cas, les Russes s'étant remis de leur surprise. L'amiral Togo décida alors de bombarder les défenses côtières avec son armement principal et d'engager les navires russes avec ses canons secondaires. Ce qui s'avéra très inefficace. Les canons secondaires étaient trop peu puissants pour inquiéter les navires russes, alors que ces derniers pouvaient concentrer toute leur puissance de feu sur les navires japonais. Finalement, bien qu'un grand nombre de navires des deux côtés furent touchés, les pertes ne furent que de 17 Russes et 60 Japonais. Le Mikasa fut lui-même touché par 2 obus qui ne blessèrent que 7 marins. Après ça, une série d'engagements navals peu concluants suivit, Togo ne réussissant pas à attaquer la flotte russe protégée par les batteries côtières du port, alors que de leur côté les Russes étaient très peu motivés à affronter la flotte japonaise. L'ordre leur avait été donné d'attendre les renforts d'Europe. En mars, le vice-amiral Stepan Makarov prit le commandement du premier escadron russe du Pacifique avec la ferme intention de briser le blocus. Le 12 avril, il tente une sortie avec 2 cuirassés, dont son navire amiral le Petropavlovsk. Lorsque Makarov repère les 5 cuirassés de la première division, il fait immédiatement demi-tour pour regagner Port Arthur. Mais le Petropavlovsk heurte alors une mine posée par les Japonais la nuit précédente. Le cuirassé coule après l'explosion d'une de ses réserves de munitions, emportant avec lui quasiment tout son équipage, dont Makarov.
Motivé par son succès, Togo reprend les bombardements à longue portée sur Port Arthur. Mais déjà à cette époque, l'armée japonaise avait un énorme problème. Une rivalité extrême entre l'armée de terre et la marine. Ainsi, la marine s'acharna à vouloir gérer Port Arthur seule. La situation devint tendue lorsqu'il devient clair que les Russes allaient envoyer la flotte de la Baltique en renfort. La marine japonaise n'eut alors d'autre choix que de permettre à l'armée d'intervenir. La flotte russe n'avait cependant pas encore dit son dernier mot. Après la mort de Makarov, l'amiral Wilhelm Wittgeft fut nommé commandant de la flotte et reçut l'ordre de rejoindre Vladivostok. Malgré les pertes subies depuis le début de la guerre, Wittgeft avait encore une force conséquente, 6 cuirassés, 4 croiseurs et 14 destroyers. Le matin du 10 août, alors que la flotte russe se trouvait en mer Jaune, elle fut prise en embuscade par Togo qui l'attendait avec 4 cuirassés, 10 croiseurs et 18 destroyers. Commençant à faire feu à 13 km, ce qui n'avait alors jamais été vu dans l'histoire, la flotte de Togo parvint à barrer le thé de la flotte de Wittgeft. Cette manœuvre, très utilisée par Togo durant la guerre, consiste à amener sa ligne de navires de travers devant la ligne ennemie. Le but est de se positionner de sorte à pouvoir faire feu de tous ses canons tout en concentrant les tirs sur un seul navire, pendant que l'ennemi ne peut utiliser que ses canons avant et ne peut tirer dans l'axe du navire qui le précède. Lors de la bataille, le Mikasa était en tête de la flotte japonaise et était donc une des principales cibles des navires russes. Il fut touché 20 fois, dont 2 coups qui neutralisèrent sa tourelle arrière. De plus, un obus explosa prématurément dans l'un des canons de la tourelle avant, faisant 1 mort et 16 blessés. S'il engagea les cuirassés Poltava et Tsesarevitch, il ne causa que des dégâts légers, ces obus ne réussissant pas à pénétrer le blindage des navires russes. Un tir d'un autre cuirassé japonais toucha le pont du Tsesarevitch, navire amiral où se trouvait Wittgeft, le tuant sur le coup. La barre du Tsesarevitch se coinça également et le navire quitta malgré lui sa formation, semant la confusion parmi la flotte russe. Togo fit le choix de préserver ses navires en ne poursuivant pas la flotte russe alors qu'elle faisait demi-tour pour retourner à Port Arthur. Ainsi se termina la bataille de la mer Jaune, premier affrontement moderne de cuirassés en acier en haute mer. Au total, il y eut 125 morts et blessés parmi l'équipage du Mikasa. Après cette bataille, la flotte russe avait perdu sa capacité opérationnelle, si bien qu'ils renoncèrent à toute sortie. Cependant, les Japonais n'avaient aucun moyen de le savoir, et la prise de Port Arthur est toujours considérée comme vitale. Après plusieurs mois d'assaut aussi meurtriers qu'inefficaces, l'arrivée de plusieurs batteries d'obusiers de 280 mm permit aux Japonais d'enfin débloquer la situation. Les derniers navires russes à Port Arthur sont alors sabordés avant la reddition de la forteresse le 2 janvier 1905. Bien que la Russie ait subi de nombreuses défaites, le tsar Nicolas II restait convaincu que la victoire était encore possible. Le 15 octobre 1904, la puissante flotte de la Baltique avait pris la mer avec l'objectif de rompre le siège de Port Arthur, un périple qui allait durer 8 mois. Elle était constituée de 8 cuirassés, dont les 4 de la classe Borodino, les plus récents et plus puissants de la marine russe, 8 croiseurs, 9 destroyers et de nombreux navires logistiques. La flotte atteignait péniblement la mer du Japon en mai 1905. Tout ça pour apprendre que Port Arthur était déjà tombé. Le seul espoir de l'amiral Rozhestvensky était désormais d'atteindre Vladivostok. De son côté, l'amiral Togo savait qu'avec la chute de Port Arthur, la flotte russe ne pouvait que se diriger vers Vladivostok, seul port qui leur restait en Extrême-Orient. La flotte japonaise, qui comptait à l'origine 6 cuirassés, en avait perdu 2 au large de Port Arthur, mais le reste de la flotte était opérationnel, avec 27 croiseurs, 21 destroyers et 37 torpilleurs. De son côté, le Mikasa arrive à Kure pour des réparations le 28 décembre 1904. Le 14 février 1905, il quitte le port pour un entraînement dans le détroit de Tsushima, où Togo prévoit déjà de livrer la bataille décisive. Son heure de gloire approche. Ce sera le 27 mai 1905, lors de l'historique bataille de Tsushima.
La flotte russe est alors à la dernière étape de son long périple. Elle choisit de passer entre la Corée et le Japon, route la plus courte, mais aussi la plus risquée. Bien qu'elle progresse de nuit pour éviter d'être repérée, ces deux navires hôpitaux continuent d'allumer leurs phares, ce qui permet à un navire japonais de la localiser. Aussitôt, la flotte japonaise reçoit l'ordre de sortir et engage la flotte russe dans le détroit de Tsushima les 27 et 28 mai 1905. Le Mikasa, à nouveau navire amiral, ouvre le feu sur le Kniaz Suvorov, navire amiral de la flotte russe, bientôt rejoint par le cuirassé Asahi et le croiseur Azuma. En moins d'une heure, il déclenche un violent incendie à bord, blessant grièvement le commandant de la flotte et bloque la direction du navire qui doit quitter la formation. Pendant toute la bataille, le Mikasa combat en tête de la colonne japonaise. Un choix qui facilite la coordination de la flotte, mais qui fait de lui la cible principale des Russes. Grâce à la préparation et à la grande mobilité de sa flotte, Togo parvient à barrer le T. Pendant ce temps, la direction du Kniaz Suvorov est réparée, mais dans la confusion, à une époque sans radio ni radar, il peine à distinguer flotte russe et japonaise, si bien qu'il se met plusieurs fois en danger. Le Mikasa lui envoie 3 torpilles, mais sans succès. Durant le reste de la bataille, le Mikasa semble surtout s'être concentré sur le cuirassé Borodino, bien que ce soit le Fuji qui le coule, l'un de ses obus faisant exploser un dépôt de munitions. Au total, le Mikasa a tiré 124 obus avec ses canons principaux et fut touché plus de 40 fois, mais aucun ne l'a sérieusement endommagé. Le Mikasa ne déplore que 113 blessés, sachant que l'ensemble de la flotte japonaise n'a subi que 117 morts et 583 blessés. La bataille se conclut par une victoire totale pour le Japon. La flotte russe est presque entièrement anéantie, perdant ses 8 cuirassés et plus de 5000 hommes. Seuls 3 navires parviennent à rallier Vladivostok, les Japonais eux ne perdent que 3 torpilleurs. Une victoire navale aussi écrasante était totalement sans précédent dans l'histoire moderne et est considérée comme l'une des batailles les plus importantes de l'histoire. Victoire décisive japonaise, elle mène à la fin de la guerre russo-japonaise et la paix est signée le 5 septembre 1905. Alors que le Mikasa a traversé la guerre en première ligne sans subir de dégâts majeurs, à peine 6 jours après, un incendie se déclare à bord alors qu'il est taqué à Sasebo. L'explosion de sa réserve de munitions provoque des dégâts catastrophiques et coûte la vie à 339 membres d'équipage. La décision est rapidement prise de le réparer. Renfloué le 7 août 1906, il est alors modernisé avec des canons plus puissants. Les réparations dureront 2 ans, presque autant que sa construction, et il reprend du service le 24 août 1908 en tant que navire amiral de la première flotte. En 1912, il échappe de peu à une nouvelle explosion lorsqu'un marin suicidaire tente de le faire sauter alors qu'il est ancré près de Kobe. Lorsque le Japon entre dans la Première Guerre mondiale, le 23 août 1914, le Mikasa, qui n'a pourtant que 13 ans, est déjà largement dépassé. Comme tous les cuirassés de son époque, il est rendu obsolète par le révolutionnaire cuirassé britannique HMS Dreadnought, achevé en 1906 qui bouleverse la guerre navale. S'il est engagé dans des opérations de sécurité en mer du Japon, la région ne connaît que peu de combats durant la guerre, si bien qu'il ne participe à aucun combat. Après ça, de 1918 à 1921, il participe à l'expédition sibérienne, une opération peu connue chez nous, durant laquelle le Japon envoya des troupes en Sibérie pour aider ce qui restait de l'Empire russe contre l'armée rouge communiste. Pour cette mission dans un climat extrême, il a subi des travaux de protection contre le froid et a été temporairement équipé d'hydravions. En 1920, lors de l'incident de Nikolaïevsk, il se rend avec le brise-glace Mishima jusqu'à Nikolaïevsk, encerclé par les Rouges. Mais la glace est trop épaisse pour approcher du port, il ne peut ni envoyer de renforts, ni évacuer la population. Les partisans de l'armée rouge massacrent 6000 personnes, soit environ la moitié des habitants, dont 731 japonais. Le 16 septembre 1921, le Mikasa s'échoue alors qu'il navigue dans un épais brouillard dans le détroit d'Askold, au large de Vladivostok.
Gravement endommagé et partiellement inondé, il parvient cependant à se dégager et à rejoindre Vladivostok pour des réparations d'urgence avant de regagner le Japon le 3 novembre. Le 6 février 1922, le Japon signe le traité naval de Washington, visant à limiter les armements navals aux côtés des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France et de l'Italie. Le Japon s'engage à ne posséder que 10 cuirassés pour un tonnage maximal de 300 000 tonnes. Le Mikasa ainsi que les autres navires de la classe Shikishima restants sont alors obsolètes et perdent leur statut de cuirassé, laissant la place à des navires plus modernes. Le Shikishima est transformé en navire de transport, l'Asahi en navire-école, tandis que le Mikasa, en mauvais état après son accident près de Vladivostok, est destiné à la casse. Et pour ne rien arranger, le 1er septembre 1923, le Mikasa entre en collision avec un quai pendant le terrible tremblement de terre du Kanto. Le 20 septembre, il est radié du registre de la marine. Le Mikasa semblait donc condamné à finir à la ferraille. Pourtant, il jouissait d'une grande popularité auprès du peuple japonais et un mouvement de préservation se mit en place face à son triste sort. Le Japon obtint une dérogation spéciale et fut autorisé à le conserver à condition qu'il ne puisse jamais reprendre du service. En janvier 1925, les autorités décidèrent de conserver le Mikasa à Yokosuka comme navire commémoratif. Les travaux débutèrent le 18 juin. La proue est tournée vers le palais impérial et la coque est définitivement scellée dans le béton. Le 12 novembre 1926, la cérémonie d'inauguration a lieu en présence notamment du futur empereur Hirohito et de l'amiral Togo lui-même. Durant la Seconde Guerre mondiale, le Mikasa ne fut pas endommagé, malgré plusieurs bombardements sur les installations militaires de Yokosuka. Mais les années d'après-guerre furent très difficiles. La population japonaise, en grande difficulté, cherchait à survivre comme elle le pouvait. En 1946, de grandes quantités de métal furent volées sur le Mikasa pour être revendues, tandis que le bois du pont servit de combustible et de matériaux de construction. Il se retrouva ainsi dans un état de délabrement avancé. De plus, les forces américaines finirent par le transformer en installation de divertissement, avec un cabaret et même un aquarium à l'emplacement de la tourelle arrière. En 1955, John Rubin, un Britannique originaire de la ville où le Mikasa fut construit, lança un appel dans le Japan Times pour alerter sur l'état du navire. Avec le soutien du célèbre amiral américain Chester Nimitz, le mouvement de préservation prit de l'ampleur. Devant l'état du navire, il fut un temps envisagé de vendre ce qui restait de ferraille et de construire une salle commémorative avec l'argent. Mais finalement, le gouvernement japonais débloqua un budget pour le restaurer. Les travaux commencèrent en 1959 et s'achevèrent en mai 1961. Bien que très peu de pièces d'origine aient survécu, le Mikasa est aujourd'hui le seul cuirassé pré-dreadnought encore existant au monde et le dernier cuirassé de construction britannique. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poursuivre votre visite avec nos autres vidéos sur le même thème. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner.